crois que c'est la 4e, alors c'est ça, 4e stat. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2024? Alors, c'est une évolution de 2% à 16%. Ok. Et c'est le volume, c'est la fréquence à 3 points d'Onyeka Okongwu de 2023 à 2024. Ah. Il est passé de prendre 2% de ses tirs à 3 points, donc rien concrètement, à 16%. Qui du coup le fait passer d'un big qui prenait absolument aucun tir à 3 points à un intérieur qui est dans la moyenne de la fréquence à 3 points en NBA de l'époque moderne en 2024. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un peu quelque chose qui est poussé par Quinn Snyder et qui a été pas mal analysé par un analyste tactique. Je sais pas exactement c'est quoi son vrai intitulé, mais Bowser to Bowser sur Twitter, qu'on a même fait un article sur son Medium où il parle justement de l'attaque un petit peu d'Atlanta qui a été révolutionnée entre guillemets, même si c'est toujours pas devenu une très bonne attaque, mais qui a un peu évolué au courant de l'été parce qu'ils ont transformé leur 5 out en un 5 slot, ce qui en réalité la différence vient du 5 out où souvent c'est l'intérieur qui est un petit peu en face du panier derrière la ligne à 3 points qui est au milieu du terrain, donc un petit peu soit dans des delay action, soit vraiment pour avoir un 5 out avec l'intérieur qui est au milieu du terrain. Et ce qu'a fait Snyder du coup avec Capella, qui est un non-shooter, mais aussi avec Onyeka Okongwu, qui l'a un petit peu poussé à devenir un shooter, c'est de l'utiliser plutôt sur le côté 45 degrés, mais à l'opposé du porteur de balle, et du coup de mettre c'est plutôt le poste 4 qui est potentiellement un shooter en face du panier. Donc ce qu'on appelle un peu le slot, hein. C'est pour ça l'aile, c'est un peu le slot. On appelle ça donne du terrain, ouais. Donc c'est au lieu d'avoir un 5 out, c'est un 5 slot, et du coup c'est pour ça ça permet d'avoir le joueur qui est du coup défendu par le pivot un peu plus loin que le porteur de balle. Donc ça permet d'avoir du coup un petit peu en résumé de l'article et de l'utilisation, d'avoir une protection du cercle qui est plus difficile à faire pour l'adversaire, potentiellement un cut qui peut venir justement du poste 5, et ça aussi change un petit peu la géométrie du terrain, donc ça peut créer un peu de confusion. Et en fait, en plus de ce positionnement du coup qui change au début de l'action, il y a une vraie volonté du coup d'utiliser Onyeka Okongwu un peu plus comme un shooter cette saison. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré un petit peu un changement dans sa manière de prendre des tirs, parce que du coup augmenter à ce point-là la fréquence à 3 points, ça te fait réduire d'autres tirs. Et du coup, ça lui a fait réduire un petit peu sa fréquence au cercle. Ça lui a surtout fait réduire sa fréquence sur les longues distances. Ces longues distances sont passées de 9% de ses tirs à 0% de ses tirs. Donc en fait, concrètement, ils ont dit les longues distances c'est fini, quitte à prendre des shoots qui valent rien, tu vas prendre des shoots qui valent un peu plus, mais que tu pourras potentiellement être toujours aussi un petit peu mauvais là-dedans, mais en tout cas, il y aura quand même un peu plus de notion d'efficacité et de spacing. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait avec Okongwu, et en plus, ils ont mis aussi en place des systèmes pour qu'il ait des tirs à 3 points dans les corners, ce qui était jamais arrivé avant dans sa carrière. Avant, il avait pris 10 tirs à 3 points dans les corners sur sa saison précédente. Il en a pris 50 cette saison sur un plus petit volume. Donc la fréquence dans les corners a vraiment augmenté. Et ce qui est plutôt positif, c'est quand ils ont réussi à maintenir son efficacité sur cette saison. En fait, il a rentré 33% de ses 3 points de cette saison. Donc son efficacité qui était de 1.35 points par tir tenté, elle est restée la même sur la saison 2024. Donc voilà, ils ont un petit peu changé sa manière d'être utilisé, mais ils ont réussi à garder son efficacité, et je pense que c'est un bon traducteur, cette utilisation de la prise de conscience de Quinn Snyder des problèmes évidents de spacing de cette équipe, et en essayant d'utiliser du coup un petit peu des trucs et astuces pour, malgré qu'il ait beaucoup de non-shooters sur le terrain, d'arriver à obtenir du spacing pour Trae Young. Oui. Alors, pour dire aussi, pourquoi est-ce qu'on le met sur l'aile, le pivot, plutôt que dans le corner, parce que tu pourrais te dire intuitivement, on met le pivot dans le dunker spot, et donc comme ça, il est proche du panier, s'il y a une passe, il peut faire un dunk rapidement, quoi. En tout cas, avoir un tir proche du panier, c'est sa zone, plutôt qu'à 3 points où c'est pas un shooter, mais le problème, c'est que si tu mets ton pivot dans le corner ou dans le dunker spot, ça veut dire que son défenseur aussi est dans la zone.
Alors que là, le but de le mettre sur l'aile, soit en haut, plein centre, soit sur l'aile, c'est que surtout, si tu le mets, même si c'est un non-shooter, tu essaies d'éloigner aussi son propre défenseur. Et donc de limiter, a priori, comme son défenseur, a priori, ça va être un pivot aussi, tu essaies de limiter la protection de panier de l'adversaire, en fait. Donc c'est aussi là-dessus que la stratégie est intéressante. On avait parlé dès le début de saison avec Wembanyama, qui a beaucoup galéré cette saison avec ça, où les équipes, en fait, les Spurs n'avaient pas du tout cette expertise pour faire des switch off-ball ou des trucs comme ça qu'on voit en playoff, en finale NBA, où ça switch partout, où en fait, qu'importe les match-ups, on arrive à garder le gros proche du panier. Voilà, Wembanyama, il n'y a pas du tout ce niveau de talent, et je crois qu'on avait parlé avec Phoenix, où déjà, en fait, vous voyez Nurkic qui se met sur l'aile et qu'empêche Wembanyama d'être le protecteur de panier, donc ça se retrouve, c'est des Vassell. Bref, effectivement, la tactique est hyper intéressante, et je me souviens aussi d'un match contre New York, je crois, où il fait pareil. Alors, il le met pas tout le temps sur l'aile, parfois il le met dessus en tête de raquette aussi, au niveau de la ligne de lancer franc. Ouais. Et tu vois ça, fin de match contre les Knicks, et sur un mountain time, donc, et tu vois ça, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il le met là? Et en fait, c'est parce que ça permet d'ouvrir plein de lignes de drive, quoi. Donc, en effet, il y a ce point. Premier point, c'est la créativité tactique de Quinn Snyder. On l'a dit, qui en 2021-2022, je crois tout à l'heure on en a parlé, mais meilleure attaque de NBA, ou première et troisième attaque de NBA avec le Jazz, qui n'avait pas forcément un niveau de talent pur qui était énorme, mais juste avec du fit, avec des bons joueurs bien placés, avec de la tactique. Donc ça, c'est un très bon point. Et après, sur Okongwu en lui-même, je sais pas quel est ton avis, toi, par rapport à ce joueur. Je peux dire ma stat rapidement, même si ma stat est un peu un prétexte, parce que ma stat c'est moins 3,2. C'est à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier, défensivement. Ouais. Dans la zone du panier pour les adversaires, moins 3,2. Le chiffre, on s'en fiche. Sachez que les meilleurs de NBA sont autour des moins 12, moins 13. Voilà. Donc, moins 3 pour un pivot, c'est quand même assez banal en termes de à quel point tu affectes les tirs au panier. C'est autour de Lauri Markkanen, PJ Washington ou des mecs comme ça. Donc, on n'est clairement pas sur un protecteur de panier d'élite. Et bon, c'est un peu un prétexte pour parler aussi de sa défense qui, à mon avis, n'est pas hyper bonne, y compris dans le périmètre en termes de pick and roll, etc. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, Capella et lui se partagent les minutes plutôt que lui ne prenne enfin les rênes de l'équipe, parce que, je peux te lancer, mais qu'est-ce que tu penses du joueur? Parce que pour moi, c'est un joueur qui offensivement peut être hyper intéressant et a un potentiel, mais je reste encore un peu sur ma fin au niveau de la défense. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis même un peu déçu, parce que je pense que je le voyais mieux que ça, mais je pense qu'en fait, déjà sur la défense, il a un peu des limitations physiques, puisqu'il est pas si grand que ça, en fait, pour un intérieur, et je pense que il est pas non plus aussi vertical que on peut le penser, et je pense que ça manque un peu. En termes de placement, c'est un joueur qui est jeune, donc je pense qu'il y a une progression à faire là-dessus, mais vu ses lectures offensives, je pense que c'est un joueur qui peut être bon dans la défense off-ball, parce que il peut apprendre un petit peu de ça, mais pour l'instant, il y a un peu un aspect assez brut qui est pas forcément très bon défensivement, et l'impact défensif est pas très bon, et en plus ça se voit sur les chiffres. On a parlé de la fréquence au cercle, la réussite au cercle des adversaires des Hawks, c'est pas si mauvaise que ça non plus. Je crois qu'ils sont 20e dans la défense du cercle en termes d'efficacité. Donc ça, c'est une bonne illustration des problèmes défensifs collectifs dont on parlait tout à l'heure d'Atlanta. Et moi, je suis plus chaud sur son attaque que sur sa défense, que je trouve limitée, et j'ai peur que ce soit des limites qui soient aussi liées à son physique, qui est peut-être un peu petit, et donc qui soient pas forcément des choses qui puissent être gommées dans le futur. Pour dire, il fait 6-9 de taille, donc pas trop la taille d'un vrai pivot, qui sont plutôt autour des 6, 11, 7 pieds d'eau. Bon, pardon, je parle en métrique parce que on n'a pas les chiffres en centimètres précis, mais 6-9 par contre, il compense avec une belle envergure. C'est aussi l'intérêt de son profil, c'est 7-1 d'envergure de bras, donc il a un bon bonus de bras par rapport à sa taille. Mais après, c'est vrai que pour moi, en effet, on est plutôt sur un prospect, ça commence à faire, mais il a que 23 ans, mais on est plutôt sur un prospect offensif, pour le coup, avec une capacité, alors un peu de catch and finish, des longs bras sur la finition autour du panier, un plutôt bon toucher de balle, mine de rien, mais surtout aussi une capacité à faire des dribble end-off, à jouer un peu dans le périmètre, des jeux de main à main, etc., faire des drives un peu, pas des drives crossover, balle en main à la vraie extérieure, mais un drive de pivot, quoi. Je suis dans le périmètre, je suis en tête de raquette, ou je suis en five out, et puis je fais un drive un peu tout droit, ou alors je fais une fin de dribble end-off, et puis je pars en drive, etc. Donc oui, pour moi, il y a un peu ce potentiel plutôt offensif, mais c'est vrai que je pense que la limite pour l'instant, c'est un peu la défense, quoi. Donc c'est pas tant le potentiel offensif, moi, qui je pense le ralentit un peu, c'est à quel point est-ce qu'il peut défendre, quoi. Parce que clairement, s'il y avait la défense, je pense que dès cette saison, il aurait été un peu plus titulaire, enfin même beaucoup plus titulaire par rapport à un Capella. Mais c'est peut-être le dernier truc qui manque, et je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Atlanta qui l'adorent.
Je dis pas que je l'aime pas du tout, c'est juste que je suis pas encore totalement dans le bateau, en fait. Non, mais je peux comprendre. Et puis, c'est marrant, tu viens de donner son âge. J'avais oublié à quel point il était jeune et on l'a même pas mentionné dans le top 25 des moins de 25 qu'on a fait avec Baptiste. 23 ans, pardon, on l'a pas dit encore, 23 ans. Ouais. Tu te dis c'est un joueur à fort potentiel et puis au bout d'un moment, ça fait quelques années que ça stagne déjà un peu et c'est un peu difficile de se projeter dans mieux. Mais c'est vrai qu'offensivement, comme tu l'as souligné, c'est justement parce que c'est un bon joueur de end-off, c'est un bon joueur dans l'espace qui peut être utilisé dans le 5 slot justement de l'attaque des Hawks. Et du coup, voilà, il y a quand même de la valeur à aller chercher, mais est-ce qu'il pourra jouer 30 minutes par match? Est-ce qu'il sera pas remplacé par un joueur qui sera une meilleure menace verticale et aussi un meilleur protecteur de cercle, donc quelque chose d'un peu plus classique, mais du coup qui fera pas autant que lui sur le périmètre, mais qui aura un meilleur apport défensif, quoi. Après, c'est encore jeune. C'est encore jeune. C'est juste que pour l'instant, la défense n'est pas trop là. Après, si un jour elle vient, tant mieux. Pour l'instant, elle n'y est pas totalement, quoi. Mais voilà, 23 ans, il a quand même de beaux outils physico-athlétiques. Faut rajouter peut-être un peu d'expérience, de savoir-faire, de ce côté cérébral, de lire les attaques et donc de bien défendre, etc. Mais voilà, je pense que clairement, on n'est pas sur une ancre défensive, en fait. Même potentiellement, je pense que si un jour il est titulaire à gros temps de jeu, c'est parce qu'on a plutôt quelqu'un qui tient la baraque défensivement et qui apporte une vraie plus-value en attaque, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas du tout impossible, hein, parce que, comme dit, du dribble un peu, qualité athlétique très fluide, longueur de bras aussi. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'atouts intéressants à voir. Peut-être que certains fans d'Atlanta ont été un peu déçus parce qu'il met un peu du temps à exploser, pardon. Et voilà, il a que 23 ans, donc ça peut encore venir, hein. Surtout avec les intérieurs, on sait que ça peut venir. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.